Et je crois que nous sommes en direct. Bienvenue à toutes et à tous à notre première diffusion en direct depuis 4 ans sur les études de la neutralité. Je m'appelle Pascal Lotaz et je suis aujourd'hui accompagné de mon ami et collègue, le professeur Michael Rossi, qui enseigne actuellement les sciences politiques un peu partout aux États-Unis. Bienvenue, Michael. Pascal, toujours un plaisir. Je suis content que nous fassions cela en direct, une sorte de conversation improvisée que nous avons un peu tard ici, du côté de New York. Il est environ 21h30. Qu'est-ce que c'est? Environ 9h30 du matin, heure du Japon. Oui, non, il est en fait 11h30 au Japon. Tout à fait raisonnable. Merci de faire cela en fin de soirée à New York, et pour le reste des États-Unis, je crois qu'il est un peu plus tôt. Vous savez, gérer les fuseaux horaires, c'est le chaos. Oui, il fait en dessous de zéro ici à New York. Nous allons encore recevoir une sacrée quantité de neige ce week-end. Rien à voir avec le Kamtchatka que nous avons vu en Russie. Mais oui, toujours heureux, toujours un plaisir d'être ici. Et nous avons beaucoup de choses à discuter. Nous avons beaucoup de choses à aborder. Et juste en passant, un grand merci à tous ceux qui nous regardent depuis la Norvège. Et merci pour vos commentaires dans le chat. Alors, Michael, nous voulons parler de ce qui s'est passé à Davos. Il s'y est dit beaucoup de choses. Je crois que la première chose qui a attiré mon attention cette semaine, c'est la déclaration du Premier ministre du Canada. Comment s'appelle-t-il déjà? Mark Carney. Carney, qui a en fait dit tout haut de quoi il s'agissait vraiment. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais laissez-moi essayer de le passer un instant. Oui, ce compromis ne fonctionne plus. Permettez-moi d'être direct. Nous sommes au cœur d'une rupture, non d'une transition. Au cours des 2 dernières décennies, une série de crises dans la finance, la santé, l'énergie et la géopolitique ont mis à nu les risques d'une intégration mondiale extrême. Mais plus récemment, les grandes puissances ont commencé à utiliser l'intégration économique comme une arme, les tarifs comme levier, les infrastructures financières comme moyen de coercition, les chaînes d'approvisionnement comme vulnérabilité à exploiter. On ne peut pas vivre dans le mensonge du bénéfice mutuel par l'intégration lorsque celle-ci devient la source de votre subordination. N'est-ce pas un peu fort venant d'un Premier ministre canadien? Mais Michael, qu'en penses-tu? Eh bien, c'est formidable. Dommage que cela arrive avec 20 ans de retard. Je veux dire, je pense que la plupart de ces forums de Davos vont et viennent au fil des années. Une chose que je dois reconnaître à l'administration actuelle de mon pays, c'est qu'elle rend ses conférences de routine. Que ce soit Davos, la conférence de Munich sur la sécurité, ou le G7, intéressante parce qu'elle y tient des propos incroyablement provocateurs, des constats sans détour de la situation du monde aujourd'hui. Donc vous savez, la déclaration de Carney, je dois lui reconnaître cela, je dois absolument lui en donner le crédit. Il ne vise pas directement les États-Unis, mais il y fait clairement allusion. Mais ce que j'en retiens, au-delà de son honnêteté, c'est à quel point cet ordre fondé sur des règles est sélectif. Et ce n'est pas quelque chose qui a été brisé sous Trump. C'est simplement que Trump l'a rendu si manifestement visible qu'il est désormais difficile pour les gens du beau jardin de Borrell de l'ignorer. Oui, et tu sais quoi? Ce qui m'a frappé là-dedans, c'est qu'il a essentiellement dit « Oh, nous savions que le système était injuste. Nous savions que nous étions des hypocrites, mais cela servait un but. Et tu vois le reste, c'est que les États-Unis fournissaient des biens publics mondiaux. Stabilité, interconnexion, affaires. Donc on acceptait que ce n'était pas tout à fait juste, mais que ça allait. Mais maintenant que c'est injuste pour nous, maintenant qu'ils retournent les armes contre nous,
Eh bien maintenant, ça ne marche plus. Et il faut lui reconnaître ça, enfin, quelqu'un le dit vraiment. D'un autre côté, c'est un peu comme, d'accord, donc tu vois, bombarder l'Irak, c'était bien. Attaquer l'Iran, c'était bien. Envahir le Venezuela, c'était bien. La guerre par procuration en Ukraine, c'était bien. On sait que ce n'est pas juste, mais les biens mondiaux étaient pour nous. Oh, n'oublions pas de fermer les yeux et de faire la sourde oreille face aux crimes de guerre à Gaza et en Cisjordanie. Ah, le côté général. Oui, le côté général. N'en parle pas. Tu ne veux pas te retrouver du mauvais côté de cette affaire, Pascal. Ou que penses-tu de celle-ci? Nous ne voulons pas que l'intégrité territoriale du Danemark soit violée, mais nous reconnaissons absolument le Kosovo comme un État indépendant en dehors des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc oui, ce que cela montre, c'est quelque chose dont Mearsheimer a parlé dans son ouvrage The Great Delusion, publié en 2014. Et c'est ceci. Le libéralisme, en tant que théorie et philosophie des relations internationales, fonctionne si et seulement si deux conditions sont réunies. Premièrement, tous les participants acceptent de jouer selon les règles du jeu. Exactement. Et deuxièmement, que les lois, la pensée empirique, les fondements philosophiques du libéralisme soient appliqués partout et non de manière sélective. Pas de manière sélective, car si vous le faites, félicitations, vous jouez au réaliste. Et c'est pour cette raison que Mearsheimer fait sa tournée de « Je vous l'avais bien dit depuis 10 ans ». Donc, le Forum économique a vraiment été, à mon avis, et libre à vous d'être d'accord ou non, une sorte d'électrochoc pour tous les membres de l'Alliance de l'OTAN, à l'exception des États-Unis, quant à la situation dans laquelle ils se trouvent. Et donc, depuis quelques semaines, quelques mois, disons la dernière année environ, l'Europe, et par extension le Canada, ont pris conscience que l'ancien ordre transatlantique n'est plus, disons, digne de confiance. Nous ne reviendrons pas au statu quo. Je pense même que, vous savez, le chancelier Merz a dit que nous ne pouvions pas simplement nous attendre à ce que les États-Unis soient notre allié permanent ou quelque chose de ce genre, n'est-ce pas? Il a dit que les anciennes méthodes étaient révolues. Très bien. Où allons-nous à partir de là? Et malheureusement, j'ai participé à plusieurs émissions. J'en ai parlé avec, vous savez, Piotr Kurzin et James Kerlinzy, à propos justement de l'avenir de l'Europe. Où va l'Europe? L'Europe a-t-elle une place dans tout cela? Le problème, c'est qu'on peut parler de la sacralité de l'ordre fondé sur des règles. Et écoutez, je comprends parfaitement l'importance du droit international pour la stabilité et la sécurité. Mais, comme vous venez de le souligner, ce n'est que lorsque la propre sécurité de l'Europe est mise en difficulté qu'on commence à en parler. Sinon, on peut tout à fait craindre que ce qui se passe en dehors de la communauté protégée ne soit, eh bien, simplement le monde tel qu'il est. Et donc maintenant, nous essayons de comprendre où allons-nous et que faisons-nous. Oui, c'est toute l'accusation d'hypocrisie, et elle est absolument fondée. L'hypocrisie consiste à continuer de parler le langage du droit international, ou même, comme ils l'ont récemment reformulé, de l'ordre fondé sur des règles. Mais, d'un autre côté, à enfreindre ces règles à volonté, chaque fois qu'on le souhaite. C'est aussi la grande différence entre l'ordre fondé sur des règles et le droit international. Le droit international est réellement consigné par écrit. Nous avons des sources appropriées, une compréhension solide et des siècles de développement derrière nous. Et nous savons plus ou moins quelles sont ces règles. Elles sont contestées, bien sûr, comme toute loi nationale. Il y a des désaccords sur ce que dit la loi, puis on va devant les tribunaux, etc. Donc, il existe des normes contestées, mais elles existent bel et bien.
L'ordre fondé sur des règles est bien sûr un système dans lequel les États-Unis établissent constamment des règles pour tout le monde, ordonnent aux autres de les suivre, puis s'en exemptent eux-mêmes. Et l'Europe a suivi ce modèle, ainsi que le Canada, depuis très longtemps. Encore une fois, parce que c'était pour eux une fiction avantageuse. Ce gant humanitaire recouvrant le point de fer des États-Unis, comme l'a dit Ronald Reagan dans les années 1980, n'est-ce pas? Mais maintenant, tout cela se défait. Cela s'effondre rapidement. Et vous savez, c'est presque comique de voir comment les Européens s'en rendent compte. Car pendant que tout cela se produit, on a aussi vu M. Merz, le chancelier allemand, sur cette scène à Davos. Je n'ai pas l'extrait, mais vous l'avez probablement vu lorsqu'il déclare quelque chose comme « Nous défendrons le Groenland contre la Russie ». Excusez-moi. Excusez-moi. Je vais présumer, je pense que vous et moi pouvons être d'accord sur un point. Friedrich Merz fait une chose vraiment, vraiment, vraiment bien. Avoir l'air mauvais. Il a prouvé qu'Olaf Scholz n'était pas le pire que l'Allemagne puisse offrir. C'est un exploit. Je veux dire, c'est un exploit en soi. C'est une réussite. Je dois reconnaître cela à Merz. On pourrait croire que nous avions atteint. D'accord, soyons honnêtes. Olaf Scholz était celui qui se tenait à côté de Biden quand Biden a dit « Vous savez, si la Russie attaque l'Ukraine, alors Nord Stream sera, dépassé, non? Ce sera fini. » Et il est juste resté là, impassible, genre « bof ». C'était Olaf Scholz. Et maintenant, nous avons M. Merz qui dit « vous savez, le seul à avoir réellement une revendication sur le Groenland, c'est les États-Unis. Mais je vais simplement dire que nous allons le protéger de la Russie. » Je veux dire, on pourrait tout aussi bien se tenir là et dire « Je vais protéger le Groenland contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée. » La Papouasie-Nouvelle-Guinée ne mettra pas la main sur le Groenland. Cela aurait autant de sens que de dire qu'on va le protéger de la Russie. Je veux dire, tu sais, si d'une manière ou d'une autre, la Papouasie-Nouvelle-Guinée parvient à réussir un débarquement amphibie et à étendre l'empire papou-néo-guinéen jusqu'au Groenland, 2026 va être très intéressant. Ouais, écoute, il faut, tu sais, souligner ce que beaucoup de ces choses sont vraiment. Certains pourraient considérer tout cela comme des propos sans importance. Mais il y a un sentiment profondément enraciné de russophobie qui imprègne une grande partie de la direction européenne. Et je pense qu'il faut expliquer ce que c'est. La russophobie, ce n'est pas simplement « je déteste la Russie » ou « l'Europe, c'est bien, la Russie, c'est mal ». C'est ce réflexe quasi automatique de chercher un bouc émissaire. Tout ce qui va mal est attribué à la Russie. Et vous savez, je m'appuie sur les travaux de Glenn Diesen, Russophobia, qui est une excellente étude de tout cela. Les récits sont souvent autocontradictoires. Parce qu'à un certain niveau, on regarde la Russie ou le non-Occident ou ce qui se trouve en dehors de la communauté européenne fermée. Et les gens y sont perçus comme moins civilisés, moins intelligents. Ils sont incapables, incompétents. Vous vous souvenez d'Ursula, dans les premiers mois de la guerre en Ukraine, disant que les Russes volaient des pièces de machines à laver pour les utiliser comme composants interchangeables. Vous savez, la Russie est à bout de souffle. Et pourtant, en même temps, la Russie représente une menace pour la civilisation occidentale. Si nous ne l'arrêtons pas en Ukraine, elle prendra les pays baltes, puis la Pologne, puis l'Allemagne, et ensuite le Kazakhstan. Et, vous savez, avant même qu'on s'en rende compte, nous serons... Enfin, vous voyez, il faudrait choisir un récit et s'y tenir. Soit la Russie est cette horde barbare, asiatique et incompétente, soit elle est une menace pour la civilisation occidentale. Nous avons quelque chose de très similaire ici, aux États-Unis. Et cela n'a aucun sens, sauf pour ceux qui y croient sincèrement. Vous savez, à un certain niveau,
et c'est particulièrement vrai pour le camp MAGA, vous avez les républicains du type « ne me marche pas dessus ». Vous avez les libertariens du type « ne me marche pas dessus », n'est-ce pas? C'est mes armes, ma liberté, mon indépendance. Et pourtant, ils diront sans hésiter « obéis à la loi, fais ce que les flics te disent, respecte les forces de l'ordre et tu ne te feras pas tirer dessus ». Donc vous avez le drapeau « ne me marche pas dessus » d'un côté du pare-choc et la fine ligne bleue de l'autre. Et là, vous vous dites « il faut choisir ». Qu'est-ce que cela nous dit? Je veux dire, il y a un phénomène plus large derrière tout ça, non? Ce discours politique contradictoire. Et à mon avis, on l'a vu le plus souvent, le plus intensément, pendant le corona. Vous savez, vous vous souvenez des vaccins et de la façon dont on nous disait à la fois qu'ils étaient sûrs et efficaces, qu'ils étaient la seule chose qui sauverait l'humanité de l'extinction à cause du corona, ou qu'ils étaient la seule chose qui empêcherait des morts massives. Sûr et efficace, un vaccin qu'il faut prendre. Et en même temps, personne n'est en sécurité tant que tout le monde ne l'est pas, n'est-ce pas? Si tout le monde ne le prend pas, alors ça ne marchera pas. Et il faut choisir l'une de ces positions. Soit le vaccin fonctionne réellement et protège les gens en les empêchant d'attraper cette chose, soit il ne fonctionne pas. Mais on ne peut pas affirmer les deux à la fois. Mais c'était bien les deux affirmations. Et bien sûr, cela crée une situation pratiquement impossible pour quiconque n'adhère pas à 100% au récit. Et même pour ceux qui y adhèrent, ils doivent accepter qu'il y a une contradiction directe et ensuite simplement passer outre, n'est-ce pas? C'est cela, la revendication du pouvoir. Le pouvoir dit, il y a une contradiction. Je vais te montrer la contradiction, mais tu dois l'ignorer pour être un bon citoyen. Et ils font la même chose avec la Russie, n'est-ce pas? La chose la plus dangereuse, la plus grande menace pour l'Europe depuis Hitler, et en même temps incompétente. Ils ne parviennent même pas à gagner après 4 ans en Ukraine. Et on nous demande d'accepter les deux en même temps et de suivre quand même. Alors je me demande si c'est, tu vois, si c'est inhérent au pouvoir, que le pouvoir, le vrai pouvoir, crée des contradictions et t'ordonne simplement de les avaler. Vous savez, j'aimerais peut-être élargir un peu plus la discussion, aller au-delà du leadership européen et inclure le leadership politique américain. Pas seulement l'administration Trump, mais aussi, disons, les plus hauts niveaux du Parti démocrate. Et je suis absolument stupéfait de voir à quel point leur propagande est médiocre, à quel point ils sont totalement peu convaincants. Donc, quand on regarde les membres de l'administration Trump, il y a en gros 2 personnes qui ont prononcé des discours mémorables à Davos. Nous avons mentionné Mark Carney, mais il faut aussi parler du secrétaire au Trésor américain, Steven Mnuchin, qui est passé avant Trump, n'est-ce pas? Et je veux dire, à bien des égards, ce que Bessette incarne, c'est simplement l'hubris absolu et flagrant qui définit désormais la direction de mon pays. Les gants sont tombés. Le gaslighting est complètement, c'est à un niveau démentiel, ou plutôt il s'en moque complètement. Il s'en moque. Absolument. Non. Il s'en moque. Alors simplement parler du fait que le Groenland est mieux adapté à la sécurité américaine. Parce que si nous ne le prenons pas, la Russie ou la Chine le feront. Vous savez, ce truc avec les colonies en Cisjordanie. Si je ne vole pas ta maison, quelqu'un d'autre le fera. N'est-ce pas? Et ils le disent avec une assurance absolue. Et donc je me demande presque, est-ce que je les respecte pour leurs affirmations aussi flagrantes et effrontées? Ou suis-je censé être vraiment, vraiment bouleversé et effrayé par l'horreur de leur propagande et de leurs récits? Mais en réalité, je ne pense pas qu'ils s'en soucient vraiment. Je pense que ce qu'ils essaient de faire, c'est de tester le terrain, voir ce que l'Europe fera et jusqu'où ils peuvent vraiment aller.
Ce que nous avons tiré de la position de Trump à Davos, c'est qu'il a déclaré qu'il imposerait des droits de douane à tout pays européen qui ne soutiendrait pas l'acquisition du Groenland par l'Amérique. Et regardez, d'une certaine manière, cela montre sa compréhension de l'économie, n'est-ce pas? Parce qu'un droit de douane n'est pas une sanction contre un autre pays. C'est une sanction que nous nous imposons à nous-mêmes et qui ne fait qu'augmenter le prix des importations en provenance de ce pays. Oui, oui. Mais tu sais, le système fonctionne maintenant un peu comme une sorte de sanction allégée pour Trump. Parce que dans un monde de concurrence, si les Suisses n'exportent plus leur fromage vers les États-Unis à cause des droits de douane ou qu'ils peuvent en exporter moins, alors d'autres, peut-être au Kazakhstan, peuvent exporter du fromage depuis une position non sanctionnée. Donc en gros, on utilise cela comme levier. Et cela nuit effectivement aux pays frappés par les droits de douane. Oui, c'est le cas. Cela nuit aussi aux consommateurs américains, encore plus aux consommateurs américains. Ça, c'est certain. Oui, c'est vrai, mais ils s'en moquent. Cela nuit aussi aux pays visés par les droits de douane. C'est pour cela que les Européens et aussi les Suisses sont si indignés, non? Tout le monde veut faire baisser ces tarifs pour que les Suisses ne perdent pas leur marché d'exportation de lait et de fromage. Sans blague. Donc oui, ça fait mal. C'est juste que c'est pour ça que Carney disait en gros que ces outils sont désormais utilisés comme des armes contre nous. Et bien sûr, pendant qu'il continue à imposer des sanctions et tout le reste à d'autres pays comme l'Iran, tu vois, la façon dont la récente opération de changement de régime a commencé, avec une attaque ciblée contre l'économie pour atteindre ton territoire, on voit simplement que tout ce système est en train de se désagréger. Mais il se désagrège parce qu'il commence à utiliser ses armes les uns contre les autres, non? Et vous savez, d'une certaine manière, il y a quelque chose d'assez ridiculement noble dans les incertitudes chaotiques de Trump, parce qu'elles mettent à nu à quel point cette nouvelle communauté fermée fondée sur des règles est fragile. Alors, quand cela nous touche directement, soudain tout le monde se rassemble autour du drapeau, se rassemble autour de nos défenses. Nous ne nous sommes pas souciés de la révolution de couleur en Iran. Tout ce qui nous importait, c'était peut-être de nous débarrasser de ce qui est en apparence un régime horrible, sans aucune considération pour les conséquences qui suivraient. Et si d'une manière ou d'une autre, vous êtes contre cela, vous êtes antidémocratique, vous êtes contre la liberté, et vous soutenez un régime islamique brutal. Et regarde, Pascal, toi et moi, tu sais, nous avons étudié tout ça. Nous connaissons les conséquences de... Je ne sais pas si je peux vraiment qualifier ce qui s'est passé en Iran de révolution de couleur, mais nous savons les reconnaître quand nous en voyons une. Et ce n'est pas que je sois, tu sais, favorable à la République islamique. Mais je sais aussi que lorsque tu vois soudain ce pantin, ce fils prétendant du Shah dire « Je conduirai le pays vers une terre promise », et qu'en même temps, il reçoit ses ordres de marche de Washington et de Tel Aviv. Eh bien, tu sais que c'est en gros une cinquième colonne. Quand tu regardes, tu sais comment elle s'appelle, Maria Machado au Venezuela? Eh bien, je n'ai jamais vu quelqu'un ramper autant, pas même Zelensky. Mais jusqu'à ce que je la voie essayer désespérément de trouver une certaine pertinence. Tu sais, quelle légitimité a-t-elle au Venezuela? Quelle légitimité Pahlavi a-t-il en Iran? J'ai eu une conversation il y a quelques jours avec Piotr et James à ce sujet, et j'ai soutenu fermement que s'il doit y avoir une réforme, un changement en Iran, cela doit absolument venir de l'intérieur. Mais nous savons tous les deux que les grandes puissances mondiales occidentales s'intéressent moins à une réforme interne en Iran qu'à la mise en place d'un gouvernement docile qui prenne ses ordres chez elles, et non à Pékin ou à Moscou.
Bien sûr. Et vous savez, les caractéristiques d'une révolution de couleur et les signes du chaos provoqués par l'Occident apparaissent, bien sûr, lorsque les médias occidentaux, en même temps, ne cherchent pas à expliquer ce qui se passe. À la place, on trouve des articles qui vous disent « Vous êtes soit avec nous, soit contre nous. Soit vous soutenez la révolution iranienne en cours, soit vous êtes un ennemi, vous êtes mauvais et vous faites partie du problème. » Et comment osez-vous dire autre chose? Nous avons vu comment ça s'est manifesté dans les médias traditionnels et sur X, sur les réseaux sociaux. Une énorme vague de personnes a dit, en gros, soit tu es pour la révolution en cours, soit tu devrais te taire, parce que c'est avec nous ou contre nous. Tu vois l'idée qu'un petit groupe hétéroclite, comme l'a dit le New York Times, aurait réussi à faire passer clandestinement environ 20 000 panneaux Starlink pour maintenir la connexion Internet. Ils les ont simplement fait entrer en contrebande, ce qui, si on y réfléchit, constitue une violation des contrôles à l'importation iraniens, non? Et c'est aussi une violation des contrôles à l'exportation américains et des sanctions. Donc, un groupe de fortune aurait soi-disant réussi à faire passer clandestinement pour des millions de dollars d'équipements informatiques en Iran. Il faudrait être assez naïf pour croire qu'un groupe aussi désorganisé puisse mener une telle opération de terrain. Donc, tout cela se rejoint, n'est-ce pas? Et puis en même temps, les personnes qui font cela et l'orchestre nous disent que tout va bien et que nous vivons dans un ordre fondé sur des règles. Mais maintenant, c'est devenu tellement évident, tellement flagrant, après 2 ans de génocide, que tout est en train de se désagréger. Mais le plus drôle, et c'est ce que je veux vous montrer, c'est que nous avons toujours le même système d'exploitation. Regardez ici. C'est encore une fois sur YouTube, n'est-ce pas? C'est une vidéo du Guardian, celle de Carney. Et juste en dessous, on trouve un petit avertissement, une explication de YouTube, disant quelque chose comme « Oh, faites attention ». Le nouvel ordre mondial est un terme souvent utilisé dans les théories du complot, qui décrivent un prétendu gouvernement mondial totalitaire secret en train d'émerger. Vous savez, ces mêmes dirigeants qui nous disent aujourd'hui que l'ordre mondial est sur le point de changer. Autrefois, c'était les Illuminés qui disaient ça, non? Et quelques universitaires qui employaient le terme dans un contexte académique approprié. Et maintenant, nous en sommes là, avec le Premier ministre du Canada qui affirme que non, l'ordre mondial est en train de changer et que nous ne pouvons plus fermer les yeux là-dessus. Que pensez-vous que nous puissions apprendre du fait que le cercle de Davos semble être en pleine panique face à ce changement? Eh bien, je veux dire, le Forum économique mondial de Davos a presque toujours été un club très exclusif réservé aux milliardaires VIP. Il y a des PDG, des entrepreneurs, des chefs d'État. C'est un peu comme toutes les autres conférences universitaires auxquelles toi et moi avons assisté. Enfin, non. Ils ont une bien meilleure nourriture. Oui, tu as raison. À Davos, j'aime à penser que la nourriture est plutôt bonne. D'accord, oui. Nous, d'habitude, on va à la cafétéria, non? Et moi, je finis souvent par quitter les conférences universitaires plus tôt pour aller dans quelques bars boire un verre avec mes collègues. Et c'est là qu'on accomplit bien plus de choses. Et juste pour votre information, les budgets universitaires, du moins au Japon, ne peuvent pas être utilisés pour acheter de l'alcool. Vous pouvez payer la nourriture pour les participants à votre conférence, mais pas les boissons. Je suis assez sûr que c'est différent ailleurs. J'apporte un peu de petite monnaie, juste au cas où. J'en ai besoin après quelques conférences. Vous savez, regardez Davos, c'est tout à fait ce genre d'endroit. C'est un club VIP exclusif. Et jusqu'à récemment, de quoi parlait-il? Il parlait de sujets mondiaux haut de gamme que seules certaines personnes.
Intégration mondiale. Je veux dire, le Forum économique mondial était le principal partisan de la manière dont la mondialisation fonctionnait jusqu'à, disons, 2021 environ, cette, vous savez, mondialisation prédatrice où Je pense un peu plus tôt. Je dirais que le véritable signal d'alarme a été la crise économique de 2008 et 2009. C'était vraiment la première. Et d'ici 2021, je pense que c'était déjà définitif. Vous savez, les gens disent « La mondialisation est-elle morte ?» Non. La mondialisation n'est pas morte. Pour une raison très simple. La mondialisation ne concerne pas l'intégration économique mondiale. C'est simplement le partage d'idées et d'informations entre les pays, au-delà de frontières auparavant délimitées. C'est tout. La mondialisation est un phénomène qui existe depuis l'achèvement de la route de la soie. Donc, pour ceux qui disent « la mondialisation est-elle morte? Le globalisme est-il fini? » Eh bien oui, si on l'envisage en termes de néolibéralisme mondial, bien sûr. Mais je ne veux pas que qui que ce soit pense que nous allons soudainement ressusciter les frontières, nous débarrasser de l'euro, revenir à une monnaie forte. Non, je veux dire, cela n'arrivera pas. Principalement parce que les États aujourd'hui ne peuvent plus fonctionner ainsi. Leurs économies dépendent absolument de la poursuite et de l'expansion du commerce transnational. Mais quand on pense, disons, à la mondialisation du point de vue selon lequel elle est contrôlée, régulée et, comment dire, dirigée par certaines puissances occidentales vers le reste du monde, oui, c'est une version qui existe. Parce que ce n'est même pas que de nouvelles puissances émergent. Elles sont déjà là. N'est-ce pas? Elles sont déjà là. Je veux dire, vous savez, on se demande si l'hégémonie occidentale est en train de prendre fin. Elle a déjà pris fin. Mais pas seulement cela. Vous savez, il y a une nouvelle prise de conscience en Occident que je trouve très importante. Car pendant 30 ans, disons les années 1990, 2000, 2010, la forme de mondialisation que nous avons connue correspondait à ce qu'un professeur très marquant que j'ai eu à l'Institut national des études supérieures de Tokyo décrivait comme le prolongement de la courbe du sourire. La production, la manière dont les biens sont fabriqués, se faisait autrefois aux États-Unis, avec les États-Unis comme puissance industrielle, ou au Royaume-Uni à travers le processus d'industrialisation. Et le résultat de cela est ensuite devenu l'épine dorsale de l'économie axée sur la consommation. Ce qui s'est passé dans les années 1990 et 2000, c'est que toute la partie production a été essentiellement externalisée. Ça avait commencé plus tôt, mais ensuite, tout s'est accéléré. La production a donc commencé à se faire dans le monde en développement. Et vous savez, sur la courbe du sourire, le rendement sur investissement le plus élevé provient toujours des étapes de conception et de distribution. N'est-ce pas? Cela reste vrai. Apple en est un bon exemple. Conçu en Californie, fabriqué en Chine. Parce que le rendement du capital est le plus faible dans le processus de fabrication proprement dit. Et la classe capitaliste s'est dit « Ah, nous avons trouvé la solution. Nous prendrons toute la crème et le monde en développement aura un petit peu pendant qu'il trime pour nous. » Et vous savez, les ateliers clandestins et tout le reste, nous le savons. Mais ce qui change maintenant, c'est que les États-Unis ont réalisé, bon sang, que nous ne sommes plus capables de produire quoi que ce soit. Nous avons en fait besoin des Chinois pour fabriquer nos produits, y compris pour l'approvisionnement en terres rares, afin de construire des équipements militaires essentiels. C'est un énorme problème. Nous ne pouvons pas produire assez de navires. Tous nos chantiers navals sont plus petits que le plus grand en Chine. Donc toute cette idée, cette mentalité du profit avant la capacité de production, je pense qu'elle est en train de s'effondrer sous nos yeux. Et vous savez, ce qui est vraiment ironique dans tout cela, peut-être même pas ironique, simplement flagrant,
c'est qu'une grande partie de la littérature sur la mondialisation dans les années 90 et au début des années 2000 l'avait parfaitement prédit. Les écrits de Robert Gilpin, Robert Reich et Richard Wolff, entre autres, disaient « Regardez, vous délocalisez vers un pays en développement pour économiser sur les coûts de main-d'œuvre, pour réduire les prix pour le consommateur moyen. Très bien. Cela fonctionne, jusqu'à ce que le pays en développement finisse par construire une économie solide par lui-même. Surprise, surprise. L'Inde et la Chine ont désormais des classes de consommateurs, une classe moyenne en pleine expansion. Et donc, tout à coup, deux options s'offrent à vous. Soit vous délocalisez de la Chine vers un autre pays, soit, eh bien, ce qui finit par se produire, c'est que le monde en développement ne dépend plus exclusivement de ce qu'Immanuel Wallerstein appelait le centre. Immanuel Wallerstein referred to as the core, right? If you look at world systems theory, you understand that the core countries. Si l'on examine la théorie des systèmes mondes, on comprend que les pays du centre dépendent de la périphérie pour fournir une main-d'œuvre bon marché, des matières premières, et ainsi de suite. Ce que nous avons observé, et cela devient vraiment évident dès 2006, sans aucun doute en 2008 ou 2009, puis encore davantage dans les années 2010, c'est qu'un certain nombre de pays semi-périphériques ou semi-centraux, comme la Chine, la Russie et l'Inde, sont soudainement devenus beaucoup plus affirmés et économiquement autonomes. Ils ne dépendent plus de l'Occident. La Russie n'a jamais vraiment été aussi dépendante de l'Occident, mais il s'agit surtout ici de la Chine et de l'Inde. Ce phénomène se retrouve également, bien que non sur le plan économique, mais en termes de structure de pouvoir. Dans les écrits sur la transition du monde unipolaire vers un monde multipolaire. Mearsheimer écrit à ce sujet. Christopher Lane est probablement, à mon avis, l'un des meilleurs spécialistes éminents sur la question. En 1995, il a rédigé un article que j'utilise encore dans mon cours de relations internationales, intitulé « The Unipolar Illusion ». Son argument très pertinent est que les puissances unipolaires sèment les graines de leur propre déclin, et elles le font soit par des moyens bienveillants, soit par des moyens agressifs. Pour simplifier, à terme, de nouvelles puissances vont émerger. Avec le temps, les puissances secondaires commenceront à réfléchir à leur propre développement souverain, à leur propre longévité économique, et elles finiront par créer de nouveaux marchés émergents qui ne chercheront pas à défier directement les marchés existants, mais qui seront perçus par ces derniers comme des concurrents potentiels. Les États-Unis en sont parfaitement conscients. C'est pourquoi ils considèrent toujours la Chine comme un rival et non comme un partenaire. Ils voient l'Inde un peu différemment. Ils l'aperçoivent encore comme un pays subalterne, tourné vers la sous-traitance. Comment osent des dirigeants comme Modi, ou même avant lui Manmohan Singh, ne pas simplement obéir aux ordres de l'Occident, du consensus de Washington? Et comment osent-ils envisager des partenariats avec un groupe émergent comme les BRICS? Ainsi, à cet égard, l'Occident va percevoir le reste du monde comme devenant beaucoup plus affirmé et se dire « nous perdons notre avantage ». Et c'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes, car les États-Unis excellent dans ce domaine, et l'administration Trump, sans exception, s'y est montrée particulièrement habile. Lorsque des puissances unipolaires en déclin reconnaissent qu'elles n'ont plus l'hégémonie mondiale, elles ont tendance à réagir de l'une de deux manières. Ils peuvent choisir la voie intelligente et dire « Très bien, nous entrons maintenant dans un monde multipolaire et nous faisons partie de ce monde multipolaire. » Ou bien, ils peuvent voir cela comme un hégémon en déclin et commencer à adopter un certain nombre de comportements irrationnels et impulsifs. Soit pour montrer au monde qu'ils ont encore du pouvoir et la capacité, au minimum, de contrôler la conversation. Soit, deuxièmement, s'ils ne peuvent plus être un hégémon mondial, tenter de devenir un hégémon régional. D'où le Groenland, d'où le Venezuela, Cuba, l'Amérique latine. C'est ce que j'appelle la doctrine Monroe 2.0. Ou, comme Trump l'a, je crois, dit spontanément,
la doctrine Don Roe, ce qui était la chose la plus stupide qui soit. Off the cuff referred to it, the Don Roe doctrine was the dumbest thing out there, but it is amazing that this one. Mais c'est incroyable que cette doctrine, au-dessus de tout le reste, même de la Constitution, soit encore considérée comme sacrée par la politique étrangère américaine, presque comme un canon biblique. Si c'est dans l'hémisphère occidental, c'est notre sphère d'influence. Peu importe ce que les autres pays ont à dire. C'est pourquoi, ces derniers jours, on a entendu des déclarations affirmant que les autres pays de l'hémisphère occidental n'existent qu'à la faveur de la tolérance et de l'acceptation de l'Amérique. Qui a dit ça? J'ai oublié son nom, mais c'était sur CNN. Croyez-moi, elle a reçu beaucoup de moqueries et de commentaires ensuite. Mais c'est le point de vue de Trump, Miller, Vandenberg, Vance, Rubio, Hegseth, Bannon, tous. Rubio, Hegseth, Bessent, all of them. Yeah. All of them. Yeah. No, I think you're right about this. And Oui, non, je pense que tu as raison à ce sujet. Donc la question en ce moment, c'est quelle école de pensée aux États-Unis va remporter le débat interne? Et nous savons que même parmi les néoconservateurs, il existe des factions, n'est-ce pas? Nous avons les néoconservateurs pro-Russie et les néoconservateurs pro-Chine. Et ils sont distincts de gens comme Mearsheimer, bien sûr. Mearsheimer dit que la compétition sécuritaire avec la Chine est inévitable, mais qu'une guerre peut tout à fait être évitée et qu'elle nécessite une gestion intelligente, n'est-ce pas? C'est donc ce réalisme offensif, propre à Mearsheimer, qui nous conduit là. Mais au sein des néoconservateurs, il y a la faction de ceux qui commencent par se demander « Comment puis-je dominer ?» Il y a ceux qui voudraient frapper l'un ou l'autre en premier. Mais ce qui les unit, c'est l'idée que les États-Unis doivent être l'unique hégémon mondial, n'est-ce pas? La question est donc stratégique. Comment y parvenir? Maintenant, en dehors de cela, ou même au sein de ce groupe, il y a une faction qui dit « Non, 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 les États-Unis devraient être un hégémon hémisphérique, n'est-ce pas? L'hémisphère occidental nous appartient. » Et puis il y a la Russie, et il y a la Chine. En gros, nous divisons le monde en trois et nous équilibrons ces puissances. Et en fait, vous savez, Rubio a dit cela au début de son mandat, quand Trump est arrivé au pouvoir en janvier dernier. Il a dit en gros, regardez, c'est un monde multipolaire et nous devons diviser le monde correctement, puis le gérer. Et c'est pourquoi certaines personnes sont en fait optimistes, pensant que nous pourrions peut-être éviter au moins une guerre nucléaire. Ce que cela signifie encore, c'est que les hégémons locaux, dans cette conception, domineront alors suprêmement leur hémisphère. Et le mieux que les hémisphères puissent espérer, c'est d'obtenir un accord pas trop mauvais, n'est-ce pas? Que le Venezuela récupère une partie de son pétrole, que Cuba, une fois reprise, retrouve un peu de prospérité. Mais c'est cet état d'esprit, n'est-ce pas? Et puis bien sûr, il y a le Sud global, qui dit désormais collectivement, les gars, non, ce n'est pas notre vision de la multipolarité. Oui, je veux dire l'Amérique. Prenons ce dernier exemple, d'accord? Disons simplement qu'en fin de compte, c'est pour cela que l'administration Trump se prépare, à savoir l'hégémonie régionale. Ils ont reconnu que nous vivons dans un monde multipolaire, mais ils comprennent la multipolarité d'une manière très différente de celle des Russes, des Chinois, des Indiens, et en gros des Indonésiens, de l'Asie du Sud-Est, des Africains, des Indonésiens, des Malaisiens et de tous les autres, n'est-ce pas? Les Sud-Africains, voire les Brésiliens. Car à cet égard, il reste à voir si les BRICS vont proposer une idéologie plus définie sur quelque chose qui s'écarte de la politique étrangère fondée sur l'Occident. En ce moment, ils dépendent de l'existence de l'Occident. Ils s'appuient sur l'ordre libéral fondé sur des règles simplement pour pouvoir dire « ce n'est pas nous ». Mais ce qu'ils affirment en retour, c'est que la multipolarité exige l'interdépendance. Elle requiert la coopération. Elle requiert le multilatéralisme.
Il semble que le seul au sein de l'administration Trump qui ait une certaine compréhension de la multipolarité soit Rubio, et ce n'est pas peu dire. Vraiment? Pas Vance? Vance est, je lui accorde une honorable deuxième place. Mais Vance est bien plus ironique et bien plus controversé. Rubio, je ne suis pas un admirateur de Rubio, loin de là. Mais je pense que c'est son moment pour se faire un nom. Mais d'accord, si Rubio est la personne la plus intelligente de la pièce, alors la barre est vraiment placée très bas. Très bien. La compréhension que Rubio a de la multipolarité, c'est qu'il a lu 984 et s'est dit « D'accord, nous sommes l'Océania, la Russie est l'Eurasia, et la Chine est l'Estasia. » Voilà, c'est tout. Donc à cet égard, il s'agit plus ou moins de diviser le monde en fiefs régionaux. En ce qui concerne Rubio, tout ce qui se passe dans l'hémisphère occidental fonctionne à la discrétion, à la demande et pour le bon plaisir des États-Unis. Font-ils référence? Prennent-ils en considération l'un de ces autres pays? Non. Mais soyons parfaitement honnêtes. La politique étrangère américaine considère l'Amérique latine depuis plus d'un siècle comme rien de plus que son arrière-cour. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et de temps en temps, il y a quelques gouvernements qui nous irritent, que ce soit Castro à Cuba, l'idée bolivarienne d'indépendance révolutionnaire, Hugo Chavez au Venezuela ou Evo Morales en Bolivie. Mais ils vont et viennent, et finit toujours par arriver une élection qui amène quelqu'un du genre de Javier Milei, un anarcho-capitaliste prêt à tout pour le dollar américain. Et en ce qui concerne Washington, il ne s'agit pas seulement de l'administration Trump. Le Parti démocrate fait la même chose. La politique étrangère américaine tend à être le seul domaine sur lequel républicains et démocrates s'accordent largement. La seule différence réside dans la rhétorique, n'est-ce pas? Dans la rhétorique. Je dois insister là-dessus, parce que beaucoup de gens pensent qu'ICE est en train de devenir une force de sécurité autoritaire aux États-Unis sous Trump. ICE existe depuis George W. Bush. Son financement n'a cessé d'augmenter sous chaque président suivant. ICE existait sous Biden, il existait sous Obama. C'est simplement qu'il est transformé en une sorte de force paramilitaire visible, parce que c'est Trump. Et je suis curieux de voir ce qui se passerait si dans 3 ans, l'élection présidentielle nous donnait un démocrate. Vont-ils réduire le financement d'ICE? Vont-ils l'affaiblir? Ou vont-ils simplement dire à ICE, vous devez apprendre à arrêter les gens de manière moins agressive, n'est-ce pas? Donc, ce que nous avons beaucoup observé avec le Patriot Act et d'autres mesures similaires, c'est que les gouvernements successifs sont généralement réticents à abandonner les outils développés par leurs prédécesseurs. N'est-ce pas? Ils commencent à les utiliser différemment, mais ils continuent à les étendre. C'est ça, le problème avec le pouvoir. Le pouvoir engendre plus de pouvoir. Et puis, tu sais, parfois je suis étonné que nous ayons réellement abrogé la prohibition à l'époque où nous l'avons fait. Je pense que c'était la dernière fois que nous avons collectivement dit « Oh, c'était une mauvaise idée ». Ça en dit long sur le pouvoir de l'alcool. Et tu sais quoi? Tu n'en tires pas de profit. Et des gens, en dehors du gouvernement fédéral, en tirent, eux. C'est finalement à ça que tout se résume. Puis-je revenir aux sphères? Parce qu'il est maintenant clair que Trump pense en ces termes, n'est-ce pas? Au début, nous n'en étions pas tout à fait sûrs, mais à présent nous savons. Sphère d'intérêt, sphère d'influence, peu importe comment on les appelle. Jeffrey Sachs propose un concept plus pertinent, les sphères de sécurité, qui sont en réalité un concept partagé, des sphères communes, et ainsi de suite. Très bien, mais laissons cela de côté. Ce que je veux dire, c'est que dans cette conception, vouloir posséder le Groenland, et à terme aussi le Canada, a en fait du sens. On comprend cette vision purement géographique de ce qu'est sa sphère.
Cela laisse de côté toutes les autres choses, l'interconnexion avec le monde, le commerce mondial et la dépendance vis-à-vis de ce qui vient de l'extérieur. Cela met aussi de côté des idées comme le traité de non-prolifération, n'est-ce pas? L'idée de créer des mécanismes de gestion partagée et mondiale, au moins pour les armes nucléaires et ce genre de choses. Mais cela se comprend. Ne se heurte-t-il pas à un problème? Parce qu'à un moment donné, les Européens pourraient dire « D'accord, vous voulez discuter du Groenland, qui sur la carte devrait faire partie des États-Unis? Eh bien, peut-être devrions-nous parler d'Hawaï. Cela ne semble pas très rattaché à l'Amérique du Nord, n'est-ce pas? » Devons-nous rediscuter d'Hawaï et voir si nous, Européens, allons soutenir l'indépendance hawaïenne ou autre chose? Je veux dire, nous ne pouvons pas encore raisonner en ces termes, mais je pense qu'il se prépare à de gros problèmes en suivant cette voie. Enfin, regardez, je n'y avais pas pensé, mais si je me réveille un matin et découvre qu'un parent perdu de l'ancienne monarchie hawaïenne décide de revendiquer l'indépendance, eh bien, il y a des gens qui affirment réellement qu'il existe une base juridique selon laquelle le royaume d'Hawaï n'a jamais cessé d'exister. Le Dr Keanu Tsai fait partie de ce groupe et ils disent « Écoutez, nous avons une très bonne base juridique pour affirmer que le royaume d'Hawaï n'a jamais cessé d'exister. » Et en fait, la Cour internationale de justice, la CIJ, non, je crois que la Cour internationale de justice a effectivement accepté leur affaire en tant que royaume d'Hawaï, vers 1988 ou quelque chose comme ça. Je ne le savais pas. C'est une histoire fascinante. C'est juste que, enfin, vous pourriez vous exposer à quelque chose là. Eh bien, vous savez, au final, on en revient toujours à la même chose, non? L'Europe doit se doter d'une colonne vertébrale. L'Europe doit couper ses liens avec l'Amérique. L'Europe doit être beaucoup plus affirmée, car elle défend les derniers vestiges de l'ordre fondé sur des règles, n'est-ce pas? On entend cela tout le temps. Mais qui en Europe va le faire? Je veux dire, vous savez, la direction actuelle de l'Europe est une bande de médiocres qui échouent vers le haut, surtout au sein de l'Union européenne. Je pense que tu es trop gentil. La médiocrité, c'est trop gentil. C'est comme une kakistocratie. Tu sais, le règne des plus stupides. C'est ce que traverse l'Europe en ce moment. C'est vraiment le point le plus bas des 6 ou 7 derniers siècles. Mais ce qui entre aussi en jeu, c'est que, vous savez, quand Trump n'est pas dans la pièce, il semble retrouver du courage, non? Ils paraissent très affirmés avant l'arrivée de Trump à Davos. Il parlait de la sainteté du droit international, de l'ordre fondé sur des règles. Nous ne pouvons pas permettre que cela se produise. Très bien, nous avons permis que cela se produise. Nous avons détourné le regard et fait la sourde oreille. Nous avons applaudi, vous savez, l'arrestation de Maduro. Et nous avons espéré que la démocratie l'emporterait. Et vous savez que le gouvernement iranien devait partir et que le territoire de l'Ukraine est sacré, mais que le Kosovo est indépendant. Vous voyez, tout ce genre de belles déclarations, n'est-ce pas? Tout ce genre de belles paroles. Et pourtant, dès que Trump fait ses déclarations tonitruantes sur le fait de vouloir prendre le Groenland, et voilà l'autre chose. Nous ne savons même pas s'il en a la capacité. Ce qu'il y a de fascinant dans la folie de Trump, c'est que je viens de terminer mon tout premier séminaire de ce semestre dans mon cours de résolution des conflits. Et je commence toujours par la règle numéro 1. C'est plus une leçon de vie qu'une théorie. Mais la réalité est dictée par la personne la plus folle dans la pièce, n'est-ce pas? Voilà. Trump est la personne la plus folle. Et comment cela se manifeste-t-il? Trump a en fait réussi à faire de la Groenland un sujet de une. Quand est-ce que quelqu'un s'est soucié de la Groenland pour la dernière fois? Tout à coup, il suffit que Trump dise que c'est dans l'intérêt stratégique de l'Amérique.
Il affirme même qu'il vaudrait mieux que la Groenland soit contrôlée par les États-Unis plutôt que par le Danemark. Et ensuite, certaines des choses les plus absurdes, comme dire que le fait d'avoir débarqué là, il y a 500 ans, ne vous donne pas le droit de posséder la terre. Eh bien, merci beaucoup d'avoir ainsi détruit toute la justification du sionisme, ainsi que du phénomène colonial partout ailleurs. Oui, je veux dire, je suis presque sûr qu'il y a quelques tribus amérindiennes qui écoutaient très attentivement quand il a dit ça. C'est du genre. Vraiment? Nous connaissons d'autres personnes qui se sont installées ici il y a environ 500 ans et ont établi une entité sur le territoire nord-américain. Évidemment. Et à ce moment-là, on pourrait penser que le leadership européen, soyons honnêtes, celui qui détient probablement le plus d'autorité en ce moment, c'est Macron. Et ce n'est pas peu dire. Il le porte comme ses lunettes de soleil. Ouais. Le fait qu'il ait au moins eu la présence d'esprit de porter des lunettes de soleil stylées, au lieu, tu sais, d'Olaf Scholz déguisé en pirate, me dit qu'il est un peu plus tourné vers l'avenir. Penses-tu que quelqu'un les tabasse quand ils n'ont pas dans le rang? Je me le demande sérieusement à ce stade. Ce stémen. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas pour l'image. Mais je vais te dire une chose. Au moment même où Trump a fait toute cette histoire à propos du Groenland, c'est là que Mark Rutte aurait dû dire « Article 5, vas-y ». Article 5, c'est tout. Trump ne peut être dissuadé que par deux choses. Premièrement, une dissuasion militaire totale. C'est tout. C'est la seule façon de l'arrêter. Et ce n'est pas seulement Trump. Ce sont les gens en coulisses qui, à mon avis, tirent vraiment les ficelles à travers lui. Il faut comprendre que se débarrasser de Trump, qu'il soit destitué, qu'il termine son mandat ou qu'un Deus ex machina intervienne, ne veut pas dire que tout ira mieux. Dans certains cas, cela pourrait même empirer. Parce que maintenant, nous avons Vance. Nous avons tous les autres aux commandes. Ils marchent au pas avec Trump. Et ils utilisent cela comme un moyen de se positionner pour obtenir un levier politique et du pouvoir à l'avenir. Ils y voient tous une occasion d'ancrer véritablement le mouvement MAGA dans la politique étrangère américaine. Ils ne peuvent être dissuadés que par une dissuasion militaire totale. L'autre option consiste simplement en une forme d'apaisement, en détournant son attention ailleurs. Vous savez, Trump, cette semaine, c'est le Venezuela, la semaine prochaine, le Groenland, puis il revient à l'Ukraine et à la Russie. Ensuite, il crée ce conseil pour la paix à Gaza. Puis c'est le changement de régime en Iran. Et maintenant, tout à coup, nous voilà de retour à combattre les cartels de la drogue au Mexique. C'est un maître dans l'art de fixer l'agenda. C'est un maître dans ce domaine. Tout le monde est désorienté. Il déstabilise tout le monde. Et pendant toute une année, tous les autres ne font que courir derrière Trump. Parce qu'au moment où l'on commence à trouver un moyen de donner un sens à ce qu'il vient de dire, il passe déjà à autre chose. Et désormais, il met réellement ses paroles en actes. C'est ce qui n'était pas tellement le cas pendant la première administration Trump. Il y avait beaucoup de discours, beaucoup de déclarations tonitruantes, mais pas tant d'interventions concrètes. Maintenant, oui, on a par exemple le président du Venezuela enlevé. On a eu une opération de changement de régime en Iran. On a eu la guerre de 12 jours qu'ils ont soutenue. On a la manière dont les États-Unis appuient les frappes de décapitation d'Israël, et ainsi de suite. C'est pour cela que les gens le prennent désormais au sérieux quand il parle du Groenland. Very squab, et marking stereotype. Oui, mais c'est un point intéressant que tu mentionnes là. Il est tentant de parler de changement de régime au Venezuela, mais c'en était pas un. Il s'agissait simplement de retirer Maduro. Tout dépend de l'accord avec Delcy Rodriguez. On ne sait pas encore. Tout le gouvernement bolivarien est toujours en place, non? Le Parti socialiste unifié est toujours là.
Donc Trump dit « Oh, nous contrôlons le pétrole ». Vraiment? Il a organisé cette conférence il y a environ une semaine avec des dirigeants du secteur pétrolier en disant « Voici, les champs pétrolifères sont à vous ». Et les dirigeants ont répondu « Nous n'en voulons pas à cause de l'infrastructure ». Mais ce n'est pas qu'ils refusent de contrôler le pétrole du Venezuela. Ils disent simplement que l'infrastructure est tellement obsolète qu'il en coûterait plus de la moderniser que ce qu'ils gagneraient de l'exploitation des ressources. Oui. C'est en quelque sorte une manière indirecte de dire à Trump « Écoute, tu veux nous donner l'affaire du pétrole? Il faut que tu mettes des troupes sur le terrain. Il va falloir faire une invasion à grande échelle. » En ce moment, la marine américaine impose un blocus au Venezuela et intercepte un grand nombre de pétroliers d'autres pays battant divers pavillons. C'est en gros tout ce que nous avons réussi à accomplir jusqu'à présent au Venezuela. J'ai été très prudent à ce sujet lors d'une conversation il y a quelques semaines avec Piotr et James. J'avais comparé notre aventurisme au Venezuela à la première invasion turque de Chypre en juillet 1974. Il y en a eu une seconde en août. La première s'était essentiellement limitée à un petit débarquement de troupes sur les côtes du nord de Chypre. Mais la véritable invasion, la véritable prise de contrôle, n'a eu lieu qu'environ un mois plus tard. Nous pourrions être dans cette période intermédiaire, vous savez. Nous n'en savons rien. C'est ça le problème avec l'administration Trump. Nous ne savons tout simplement pas. Cela pourrait être tout ce qu'ils avaient prévu, pensant que c'était suffisant, ou bien ils ont peut-être d'autres choses en préparation. Vous parlez de l'Iran. Il y a eu une tentative l'été dernier. Je ne sais pas en quoi consistait cette tentative. On ne peut pas changer de régime en Iran sans une invasion à grande échelle. L'Iran n'est pas un pays que l'on peut simplement renverser. Oui, la population est en grande partie opposée aux éléments islamiques du régime. Mais dès qu'une invasion extérieure se produit, surtout si elle est menée par des Américains et des Israéliens, on assiste soudainement à un effet de ralliement autour du drapeau. Le gouvernement iranien, Khamenei, absolument, doit aujourd'hui se rendre compte qu'il s'est offert une bouée de sauvetage, car Trump était prêt à attaquer. Je me souviens qu'il y a quelques jours, je me suis couché en pensant que je me réveillerais le lendemain matin, en voyant des gros titres annonçant que nous avions lancé des frappes. Et au dernier moment, Trump n'a pas attaqué. Oui, la raison officielle était qu'il avait décidé de ne pas le faire. Mais la raison la plus probable, la véritable raison, c'est que les États du Golfe, la Chine et la Russie lui ont essentiellement dit « Trump, si tu fais ça, mon Dieu, tu vas te retrouver dans un vrai bourbier. » Alors, il a reculé, réalisant qu'il n'avait pas les moyens d'aller plus loin. Ce que j'essaie de dire, Pascal, c'est qu'il semble que malgré tout le tapage et la rhétorique dont l'administration Trump aime se vanter, quand les choses se corsent, soit elle retient ses coups pour le moment, soit elle n'a tout simplement pas les moyens, la capacité de le faire. Et à un moment donné, il va bien falloir passer des paroles aux actes. Je repense à 2002, 2003, à la période précédant la Deuxième Guerre du Golfe, l'invasion de l'Irak. Tu te souviens de toute cette histoire d'armes de destruction massive, tout ce qu'il y avait autour de George W. Bush? Et, vous savez, malgré toutes les preuves qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive, les inspecteurs de l'ONU disaient qu'ils n'avaient rien trouvé. Bush en était arrivé à un point où il avait pris un engagement. S'il revenait sur sa rhétorique à propos de l'Irak, cela aurait eu deux effets. Cela aurait enhardi le gouvernement de Hussein et cela aurait montré que les États-Unis étaient effectivement faibles au moment d'agir réellement. Nous allons atteindre ce point avec Trump. Soit on parle, et on finit par faire quelque chose.
soit on ne le fait pas. Et si on ne le fait pas, alors soit on bluffe pour obtenir autre chose, soit cela montre les limites des capacités réelles de puissance de l'Amérique aujourd'hui. C'est vrai. Cependant, je tiens à souligner que pour qu'une stratégie fonctionne, elle n'a pas besoin d'être consciente. On peut faire les choses dans un certain ordre, qui au final a du sens, même si l'on ne savait pas à l'avance que ce serait le cas. Les structures d'influence et de pouvoir aux États-Unis sont telles qu'elles peuvent conduire à une division ou à un engagement excessif dans une seule direction. Mais cela est aussi lié à l'idée qu'il faut réussir un changement de régime, puis contrôler l'Iran, contrôler l'Irak, contrôler la Syrie, et leur dire comment orienter leurs investissements, etc. Vous savez, ce n'est pas ce qui se passe en Asie occidentale, n'est-ce pas? Toute la stratégie en Asie occidentale, du moins du point de vue israélien, et par extension de celui que suit également Washington, consiste à semer le chaos. Si tout le monde autour est dans un chaos total, alors Israël est plus ou moins libre de mener son colonialisme de peuplement, s'étendre petit à petit, agrandir ses frontières, prendre le plateau du Golan, créer des zones tampons de sécurité, bombarder le Liban et Gaza, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Tu vois bien que, dès qu'il est question de contrôle et de gestion de l'Asie de l'Ouest, ils s'y opposent en réalité. Ils n'aiment pas l'ordre de la paix. Ils n'aiment pas l'idée que des forces extérieures interviennent, car cela les contraint. Ce qu'ils veulent, c'est le chaos pur. Donc la stratégie vis-à-vis de l'Iran doit clairement être, tu sais, la destruction de l'État et la guerre civile, n'est-ce pas? Pour que l'Iran soit en gros éliminé comme l'Irak l'a été, comme la Syrie l'a été. C'est très triste. Mais si l'on revient à l'idée hémisphérique, cela ne peut pas être le plan pour l'Amérique latine. Là, il faut une économie structurée, car on veut qu'elle s'intègre et qu'elle soit autarcique dans sa sphère d'influence, n'est-ce pas? Il doit donc y avoir différentes approches, mais cela ne veut pas dire que les États-Unis ne pourraient pas le faire. En réalité, je pense qu'il est plus facile, du point de vue militaire, de simplement semer le chaos. L'amour structuration que dire gaiement construire structure. Entawang, you premier apport symbole proche. Eh bien, c'est un bon point à soulever, car si nous comprenons que ce qui motive la politique étrangère de Trump, ce n'est ni la démocratie, ni les droits de l'homme, ni la liberté, ni rien de tout cela, mais l'argent. Qu'est-ce que Trump? Tu sais, les États-Unis sont une entité politique qui dépasse largement Trump. L'un de mes amis et collègues réfléchissait à cela il y a quelques semaines. Il a dit que si Trump avait réellement un programme, s'il avait une idéologie, ce serait ce qu'on pourrait appeler le néolibéralisme dans un seul État. Oui, le néolibéralisme dans un seul État, ce qui signifie en fin de compte que nous croyons à l'infaillibilité du marché libre, que nous dépendons de l'extraction de matières premières à bas coût et d'autres éléments. C'est la théorie des systèmes mondes d'Immanuel Wallerstein, mais en quelque sorte condensée vers l'hémisphère occidental. Ce que cela signifie, c'est que les États-Unis considèrent l'hémisphère occidental, l'Amérique latine, et de plus en plus le Canada, le Groenland et d'autres, simplement comme des zones qui nourrissent l'Empire. C'est en fin de compte ce que c'est. Cela ne fait que nourrir l'Empire. Trump ne s'intéresse à rien d'autre qu'à faire de l'argent, non pas pour le peuple américain, mais pour ses donateurs, pour ses principaux bienfaiteurs, dont, bien sûr, il prendra une part importante. C'est vrai. Et donc, c'est une sorte de mercantilisme du XXIe siècle, je dirais presque. Bien sûr, ce que les chercheurs marxistes nous disent, c'est que c'est exactement ce qu'un empire capitaliste doit faire. Il doit s'emparer de plus de ressources à privatiser et à exploiter, car l'investissement doit générer davantage de capital.
more capital. Yes. So When you get rid of much of the manufacturing Quand on se débarrasse d'une grande partie du secteur manufacturier dans son propre pays, quand on devient un pays post-industriel, largement fondé sur le consumérisme, eh bien, il faut des matières premières pour alimenter efficacement ces marchés et les maintenir en activité, maintenir la production, au moins jusqu'au jour où, vous savez, on meurt. Et ensuite, on s'inquiétera de leurs affaires plus tard. Donc oui, pour en venir à ton point, les États-Unis ne cherchent pas simplement à semer le chaos en Amérique latine, parce que ce serait mauvais pour les affaires, n'est-ce pas? Parce que cela interrompt l'extraction pour les compagnies fruitières. Mais après quelques jours, en réalité, c'est très bénéfique. Oui, absolument. La United Fruit Company du siècle dernier. C'est exactement ça. L'Amérique latine n'a rien à voir avec la colonisation. Tout tourne autour du corporatisme. C'est entièrement une forme de mondialisation descendante, où il ne s'agit pas de commerce équitable, mais de ce qu'on appelle le libre-échange. Et si vous avez un avantage sur d'autres marchés, c'est exactement ainsi que vous allez dominer. Tout pays qui a eu l'audace, au cours du siècle dernier ou presque, de nationaliser une grande industrie ou des matières premières, soudainement, la CIA se met à se soucier des droits humains. Oublions le fait que le Chili sous Pinochet, ou l'Argentine sous Perón, ou peu importe. Oublions tout cela. Qui s'en soucie? Oublions aussi que l'un de nos plus proches alliés au Moyen-Orient, en dehors d'Israël, est l'Arabie saoudite, l'un des gouvernements les plus répressifs de la planète. Soyons parfaitement honnêtes. Est-ce que cela nous importe vraiment? Non, ce n'est pas parce que vous décapitez des gens sur une place publique que cela fait de vous un gouvernement répressif. Il l'a probablement bien cherché. Qui sait? Vous savez, c'est ça le problème. Et puis soudain, on est censé croire que les Iraniens se battent pour la liberté et la démocratie dans les rues, alors que ce sont les mêmes personnes qui n'ont absolument aucun problème à écraser tout cela chez eux. Vous savez, Israël fera exactement la même chose. Toute critique des actions de Netanyahou à Gaza et en Cisjordanie est accueillie par une forte censure et une répression importante. Et en fait, c'est une bonne façon de relier cela à Davos, où il semble désormais que nous en soyons arrivés à un point où même les dirigeants de cette classe dominante ont commencé à dire « Oui, parlons un peu plus franchement de la manière dont nous avons dirigé le monde, parce que cela ne fonctionne plus. » Parce qu'enfin, nous approchons de l'heure de discussion. Et Michael, je sais qu'il est tard de ton côté. Y a-t-il encore quelque chose que tu aimerais ajouter à cette discussion que nous n'avons pas encore abordée? Je veux dire, toute cette idée des réalités d'un nouveau monde multipolaire, je pense qu'elle est désormais mise à nu pour les mêmes personnes qui ont tout fait pour s'isoler dans leur communauté fermée. On entend maintenant parler en Europe de tendre la main à la Chine comme moyen d'équilibrer la rupture avec les États-Unis. Vous savez, la Chine fera ce que la Chine fait. La Chine n'a aucun intérêt à abandonner soudainement la Russie pour s'intégrer davantage à l'Europe. Enfin, l'Europe, et je ne sais pas, je peux me tromper, mais enfin. Je dois simplement ajouter quelque chose à cela. C'est la stupidité que les gens, les Européens, et même une partie de la direction aux États-Unis, ne comprennent pas. Le reste du monde, le Sud global, ne pense pas en termes de soit l'un, soit l'autre, comme choisis celui-ci ou celui-là. Si tu veux jouer avec l'Europe, tu dois abandonner la Russie, et ainsi de suite. Ce n'est pas comme ça qu'ils voient les choses. C'est plutôt « je jouerai avec toi, et avec toi, et avec toi. Ce n'est ce qui est bon pour moi. » C'est très sport. Et puis prenons l'Afrique. Vous savez, la France et l'Europe veulent se réengager avec l'Afrique. Et l'Afrique, non merci. Mais vous vous souvenez du colonialisme. Ce qui, soit dit en passant, n'est toujours pas terminé.
Je veux dire, 14 États africains utilisent encore le franc français. C'est insensé. It's insane. It's insane. So, but I mean, what I will effectively say C'est is insensé. that, what was I Mais enfin, gonna say here? ce que je veux dire, c'est Is that, I mean, look, the qu'est-ce que j'allais reality dire? of, Bref, the new les réalités d'un nouveau monde multipolaire, multipolaire, Europe, surtout en ce qui concerne l'Europe, sont les suivantes. might be able Où to vont-ils se situer? play the middle power Ils pourraient adopter une stratégie de puissance moyenne, qui semble fonctionner pour certains pays. Ou bien ils feront ce que j'ai déjà dit. Quand Trump n'est pas dans la pièce, ils le critiquent pour avoir tout gâché. Mais quand il est là, ils se disputent pour savoir qui pourra lui lécher les bottes le premier, et avec le plus d'ardeur. Le fait qu'il continue à revendiquer le territoire d'un autre pays et que l'Europe n'ait pas dit « nous allons nous militariser », désolé, je déteste le dire, mais non. We will military. I'm sorry. I hate to break it to America, but no. And my friends, Et mes amis, est-ce vraiment une surprise que quand il s'agit de lécher les bottes, ceux qui gagnent soient ceux en lederhosen? Ne rivalisez pas avec les lederhosen sur ce terrain-là, d'accord? Oh my God. I mean, you can make your own video about Oh that, mon Dieu. but oh my God. Je veux dire, tu peux faire ta propre vidéo à ce sujet, mais oh mon Dieu. Oui, mais nous devons apaiser Trump à propos du Groenland pour pouvoir encore compter sur son soutien à l'Ukraine. Alors, nous allons sacrifier le Danemark pour maintenir une bataille perdue d'avance en Ukraine. Ce qui est juste, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Mais comme tu l'as déjà souligné, nous admettons rarement, très rarement, que ce que nous avons fait était une erreur, et nous revenons en arrière. Nous continuerons à camper sur nos positions, parce que je préfère prolonger la situation et essayer d'avoir raison à la fin, plutôt que d'abandonner quelque chose sur lequel j'ai fait de fausses promesses auparavant. Exactement. Michael, c'était fantastique. Avant de te laisser partir, je veux montrer à tout le monde le petit code QR. Si vous voulez soutenir Neutrality Studies, allez vous abonner sur Substack. Substack est le seul endroit à peu près à l'abri de la suppression parce que j'ai réellement vos adresses e-mail et il y a ensuite une liste de diffusion pour que nous puissions rester en contact. C'est pacalotaz.substack.com. Si vous le cherchez sur Google, vous le trouverez. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et Michael Rossi, les gens peuvent te trouver sur ta chaîne. C'est Dol Rossi, Polsi. Juste là. Trouvez-le et abonnez-vous à lui, s'il vous plaît. Michael, merci pour ton temps aujourd'hui. Merci. Et avant de partir, je suis tellement heureux d'apprendre que ta page est de retour. Félicitations. Parfois, tu sais, nous menons le bon combat. Merci. Merci. Quand même, allez sur Substack. Substack, c'est une bonne plateforme. Merci beaucoup à tous. Bonne nuit. Good night.